Donc bonjour et Bonjour bienvenue à Florian. tous pour ce live classroom. Je suis en compagnie de Justin, formateur F3DF et expert en impression 3D et maintenance industrielle. On est ensemble pour environ 1 heure. On va répartir le temps de parole. Justin, je lui ai demandé un exercice de prise de parole sur environ 20 minutes pour faire vos premiers pas dans l'impression 3D. On va vraiment essayer euh, de vulgariser et de vous apporter les différentes étapes de l'impression 3D et ses applications. Puis, on va laisser un temps important de questions. On va vous laisser la parole où vous pourrez activer vos micros et vos webcams pour échanger et poser des questions à Justin sur son expérience et ce qu'il aura proposé aujourd'hui. Alors, on est dans le cadre d'un cycle de live. Certains le découvrent, pour d'autres, vous êtes plus familiers. On sera ensemble tous les jours pendant cette période de confinement, en tout cas tant qu'on est conviés à limiter nos déplacements. La programmation va être assez dense. On vous propose un live le matin, histoire de se réveiller et de rester en forme tous les jours. C'est un peu l'équivalent du cours de Zumba, mais version 3D. Alors Justin, à toi de nous motiver et nous donner du punch. Et l'après-midi, quand les enfants sont couchés, ou en tout cas pour ceux qui veulent lancer une nouvelle dynamique sur l'après-midi, on lancera également un live avec d'autres sujets. On parlera conception, on parlera impression 3D, on invitera aussi des partenaires qui malheureusement n'ont pas pu présenter toutes leurs nouveautés lors des salons qui ont été annulés, et on leur demandera de venir prendre la parole et un peu nous transmettre des exclusivités. Du coup, Justin, tu as la parole pendant 20 minutes et on enchaîne sur les questions. Tout ce qui est dit aujourd'hui sera enregistré, vous pourrez le retrouver en replay ou le partager pour ceux qui n'auront pas pu participer. Et je vous mettrai également les liens qu'on aura évoqués pendant le live dans les notifications sur le site f3df-elearning.com. Justin, à toi la parole. Ok, merci Florian. Donc du coup, comme tu le disais bien, on va démarrer cette semaine. Alors je vais essayer de gérer ce cours de Zumba, comme tu dis, mais je suis pas un prof de Zumba, donc on va essayer d'avoir un rythme assez soutenu quand même, pour dire d'avoir de l'intérêt. Donc avant tout ça, je vais me présenter. Donc moi, je m'appelle Justin Van Kesbeck. Je suis entrepreneur indépendant. Je fais de l'impression 3D, de la fabrication additive. Je suis quand même un peu plus technologie FDM, donc dépôt de filaments fondus. Et en fait, moi, j'accompagne les industriels de mon secteur géographique, donc c'est plutôt le Nord-Pas-de-Calais, parce que moi, je suis à Roubaix. Et je les accompagne à intégrer la technologie, donc à travers divers aspects, l'aspect économique, l'aspect euh, maintenance industrielle, l'aspect économie d'argent, sur le choix de la bonne technologie, de la bonne machine. Je propose des contrats de maintenance. Donc voilà, je suis également bien sûr formateur chez F3DF. Tout ce qui va être sur les modules, bien sûr, FDM, encore une fois, sur les formations qui sont plutôt basées sur des profils de techniciens ou d'opérateurs, mais aussi sur les makers qui veulent en apprendre plus. Donc vous avez les impressions niveau 1, niveau 2, chef de projet, vous en avez pas mal, et ça on pourra les retrouver éventuellement à la fin. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai aussi un atelier d'artiste dans lequel je suis aujourd'hui pour pouvoir faire des luminaires en impression 3D. Donc voilà, moi je suis surtout au niveau de l'impression 3D FDM. Merci. Donc du coup, on va essayer de voir les premiers pas dans l'impression 3D. Pour ça, j'ai un petit support que j'ai réalisé, que je vais vous partager, que vous devriez voir sur l'écran. J'espère que c'est bon pour vous. Donc du coup, aujourd'hui, on va essayer de voir le terme qui revenait, c'était effectivement vulgariser. L'objectif, ça va être de voir un peu le workflow de A à Z sans aller trop loin, parce que bon, on a 20 minutes pour y aller, mais c'est effectivement pour avoir conscience que l'impression 3D est un certain processus pour arriver jusqu'à un objet fini. Donc, on va parler un peu du workflow. On va surtout essayer de voir de quelle manière on obtient un fichier. C'est quoi un fichier? Où est-ce qu'on les trouve? De quelle manière on peut les trouver, les construire, les reproduire? Donc, vous allez pouvoir les trouver sur Internet, par scanner. Il y a la photogrammétrie qu'on va aborder aussi.
La modélisation, je pense que là, pas mal de gens étaient intéressés par Fusion 360, on pourra peut-être en parler un peu. On va voir les contraintes des fichiers du coup STL. Qu'est-ce qu'un fichier STL? Qu'est-ce que ça implique d'avoir une exportation en STL? On va voir que la précision en prend un peu pour elle quand même, pour son grade, pardon. On va aborder aussi un peu le tranchage, voir quelques machines. Et jusqu'ici, je pense qu'on va essayer de durer, oui, 20 minutes. Et puis après, des questions-réponses. N'hésitez pas à les préparer si vous en avez déjà d'avance. Donc, le workflow de l'impression 3D, c'est avant tout un fichier 3D. Donc là, on va voir qu'effectivement, il y a plusieurs manières de l'obtenir, mais c'est souvent bien ces trois étapes-là. Donc, on a un fichier 3D qu'on va devoir correctement positionner sur le plateau. On va ensuite le découper par couche. Donc là, ça va être l'étape de tranchage, de slicer. Dans cette étape-là, on va essayer de déterminer la bonne trajectoire que va devoir réaliser la buse pour qu'à la fin de l'ensemble des trajectoires, on a un objet. Et donc l'ajout d'une matière sur ces couches, c'est effectivement la dernière étape, celle qui consiste à lancer la machine d'imprimante 3D et à obtenir notre pièce. Donc dites-moi sur le forum hein, si le rythme est toujours bon. Alors du coup, pour obtenir un fichier, je pense que comme vous le savez, on peut les retrouver assez facilement sur Internet. Et ça, c'est un point assez positif parce qu'en fait, moi, j'ai pas mal de clients qui me disent, voilà, j'ai un pignon cassé sur un volet roulant de tel modèle. Il suffit de taper le nom du volet roulant sur Internet et on obtient directement la pièce. Alors, les gens avec leur micro. J'écoute tout le monde. Super. Donc du coup, sur Internet, vous pouvez retrouver des pièces déjà réalisées. On ne va pas remodéliser la tour Eiffel, ça sert à rien, elle existe déjà, elle est déjà sur Internet, on va voir qu'on va pouvoir la trouver. Donc sur ça, vous avez le site Thingiverse qui est relativement connu. Alors le site Thingiverse, c'est majoritairement des pièces qui sont gratuites, donc un site de référence, même si avec la période actuelle, il rame beaucoup. Vous avez un deuxième site, My Mini Factory. Là, vous avez à la fois des fichiers payants, des fichiers gratuits. Donc vous avez pas mal d'acteurs qui modélisent des pièces déjà réalisées. Vous avez bon, all3dp.com, Cult 3D qui est français pour le coup. Ensuite, on enchaîne sur GameBody. GameBody, si vous ne connaissez pas, c'est assez sympa en fait. Ce sont des fichiers qui sont payants, mais du coup, ils sont vraiment bien réalisés, déjà bien tranchés pour l'impression 3D. Et donc, du coup, c'est super simple. Certes, on paye la licence, mais on peut avoir vraiment un gage de qualité derrière. Après, vous avez le site yegi.com. Il est relativement bien parce qu'en fait, c'est un métamoteur. Alors, du coup, ça va chercher à la fois sur Thingiverse, My Mini Factory et sur l'ensemble des sites internet. Donc, du coup, vous gagnez un temps fou. Quand c'est pour une pièce détachée, privilégiez d'abord Yegi, selon moi. Vous gagnerez du temps. Après, vous avez toujours la possibilité de demander à Google. Hein. Google, il répond à toutes vos questions. Vous lui dites je veux le fichier STL de telle pièce et si elle existe, il vous la donnera. Donc, on peut les trouver directement sur Internet. Il y en a plein d'autres. Hein. Je suis sûr que là, vous êtes en train d'en évoquer d'autres qui sont peut-être mieux que ceux-là. J'en citerai un autre, par exemple Happy 3D de Boulanger, qui propose de télécharger les pièces détachées de vos appareils ménagers que vous avez achetés chez eux et du coup de les imprimer. Donc une bonne initiative, mais il y en a encore plein d'autres. Vous avez des initiatives sur les éventuelles mains, les gens qui auraient perdu un membre, on peut faire des prothèses. Donc il y a des sites sur lesquels on peut télécharger les prothèses. Voilà. Et Alain, tu dis que La Poste est un site d'impression 3D. Je ne connais pas particulièrement. Donc je ne pourrais pas trop en parler sur La Poste. Donc on peut le trouver sur oui, Enable exactement pour les prothèses. Alors Enable, c'est une grande association, c'est Julien qui dit ça sur Internet, sur le chat. Allez vous renseigner, c'est très bien, c'est une association qui fabrique des prothèses. Vous n'avez même pas besoin d'une imprimante pour le coup. Vous donnez vous faites votre requête sur la plateforme et une communauté va s'en charger à votre place. Allez, on passe sur le slide suivant. On peut aussi obtenir du coup un fichier d'une autre manière. Ça va être
avec un scanner. Alors pour le coup, il y a beaucoup de scanners différents qui existent. Ça commence, je dirais, dans les magasins comme à Auchan, on peut en trouver à 200 €, mais les prix vont jusqu'à très cher. Jusqu'à très cher. Je pense que pour mon cas dans l'industrie, c'est minimum 10-15 000 € pour un scanner. Donc vous avez plusieurs types de scans. Vous avez le système de palpage où là c'est un doigt mécanique qui va aller toucher la surface de l'objet et qui va donc du coup déterminer ses caractéristiques dimensionnelles. Vous avez un système d'acquisition où en fait, ce qui s'appelle la lumière structurée. Donc là, ça va être une projection de lumière sur un objet avec des formes spécifiques. Et en fait, la déformation de cette forme sur l'objet va être acquise par le scanner. On va pouvoir déterminer de cette manière-là la géométrie aussi de l'objet. Alors, La Poste, il s'agit d'un site réalisé en partenariat avec Cult, pour info. Enfin, c'est sur le forum. Donc, je continue sur le type de scan. Après, le scan le plus utilisé, je pense, aujourd'hui, c'est le système du laser. Donc, le laser, on envoie un laser qui rebondit sur l'objet, qui revient, on calcule le temps qu'il a pris à venir, et donc, du coup, on peut déterminer très, très, très précisément la forme de l'objet. C'est celui que je vois le plus souvent, quand même, dans le cas de l'impression 3D. Et ensuite, il y a la photogrammétrie. On va faire une petite slide dessus. C'est assez sympa sur la photogrammétrie. Alors, je voudrais faire un point quand même sur l'ensemble des technologies de scan que vous avez ici. C'est pas magique, hein. C'est pas on tourne autour de l'objet et puis on a l'objet 3D. Une fois qu'on a un objet 3D, en fait, on a plutôt un nuage de points. On a plein de points et donc on n'a pas un objet. Il s'agit là d'avoir il y a un processus qui va agir encore derrière. Donc, c'est pas très simple. Et là, je suis pas un expert pour le coup dans le scan pour pouvoir vous en parler tant que ça. Tu as Yann qui dit qu'il y a un scan possible avec la Microsoft Kinect aussi. La Kinect, effectivement, renseignez-vous sur Internet. Elle se trouve à 10 € sur tous les sites de revente d'appareils de jeux vidéo. C'est un produit qui n'a pas marché, mais en fait, qui est quand même une caméra 3D. Vous la trouvez pour 10-15 €. Bon, la qualité, c'est plutôt assez médiocre, mais pour 15 €, ça vaut le coup. Effectivement, Yann, tu dis, il y a beaucoup de travail après le scan, c'est non négligeable. Alors, je vous ai promis une petite slide sur la photogrammétrie. Alors, la photogrammétrie, c'est très intéressant en fait, parce qu'en fait, on a besoin juste d'un appareil photo. Et en fait, on en a tous un à la maison d'appareil photo. Donc, ça permet de scanner à moindre coût. En fait, ce qui se passe, c'est que vous prenez une série de photos tout autour de votre objet. Et en fait, vous avez un logiciel qui va permettre de recalculer la surface de l'objet avec l'ensemble des photos. Donc, en général, il faut une centaine de photos prises, bien sûr, tout autour de l'objet, mais aussi à plusieurs angles. Et le travail est assez fastidieux hein, pour un ordinateur. On peut travailler vite une nuit de calcul. Hervé, tu dis qu'il y a un essai du labo Heliox pour la Kinect et effectivement, elle fait ça très bien, mais je pense qu'elle est limitée au nombre de polygones du coup à l'exportation. Donc ici là, sur la gauche, vous avez plusieurs logiciels qui vont vous permettre de réaliser de la photogrammétrie. Alors moi, celui que je conseille pour démarrer, pour se rendre compte de ce que c'est, ça va être Photoscan d'Agisoft qui se retrouve en bas à gauche. Alors vous avez une version gratuite qui permet de vous faire montrer ce que la techno permet de réaliser. Et en fait, c'est très très simple. Le workflow est très facile à faire. Donc à privilégier, même si en fait vous avez une version payante derrière qui coûte quand même assez cher. C'est pour ça que juste au-dessus, vous avez Meshroom. Le nom de l'éditeur, je ne sais plus exactement c'est qui, mais pour le coup, là, c'est de l'open source. Donc en fait, c'est non négligeable, c'est gratuit et ça marche aussi bien. Ça marche aussi bien. Vous avez aussi un Autodesk Recap Pro que je connais pas particulièrement et Pix4D aussi qui permettent de réaliser de la photogrammétrie. Ensuite, vous avez la modélisation. Alors la modélisation, vous allez la voir durant toute la semaine avec diverses formations.
enfin diverses classrooms, pardon. Là, vous avez une photo d'un masque hein, qu'on voit beaucoup sur les sites internet en ce moment pour le virus. Et donc, du coup, là, on est sur Fusion 360. Donc, en fait, la dernière solution, effectivement, c'est la modélisation. C'est que quand on n'a pas la pièce qu'on n'a pas trouvé la pièce sur Internet, il va bien falloir la modéliser. Donc, si vous n'avez pas de scanner, moi, c'est la solution en fait que je préconise le plus. En fait, moi, je démarre avec un pied à coulisses, une feuille blanche, et puis effectivement, on va reconstruire notre objet petit à petit en faisant des extrusions, des répétitions circulaires, etc., etc., toutes les fonctions possibles avec Fusion 360 pour obtenir notre pièce au final. Donc la modélisation, il y en a beaucoup des logiciels de modélisation. Il n'y a pas une seule manière de réfléchir. Une expression que j'aime souvent utiliser, c'est qu'effectivement, il y a autant de manières de modéliser qu'il n'y a de modélisateurs. Tout le monde va faire un cube de la manière qu'il souhaite et ça va être différent les uns des autres. On va partir de la base, certains vont partir d'un côté, certains vont faire des boîtes directement. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a autant de logiciels de modélisation que ça. Alors, pour le coup, vous avez Autodesk Fusion 360 au milieu. Vous avez Onshape aussi. Donc, bon, je vais faire un point quand même sur Autodesk Fusion 360. Il est quand même gratuit avec une licence Maker. Donc, il est assez bien. Vous avez des modules, vous en voulez, il y en a dans tous les côtés pour du calcul statistique, pour de l'optimisation topologique, pour nombreux calculs avec des outils super rapides. Donc moi, c'est celui quand même que je préconise et c'est celui que F3DF a choisi de mettre en avant. Alors, le point sur les autres, vous avez Onshape. C'est un logiciel que j'aime bien parce qu'en fait, vous y accédez par votre navigateur Internet. Donc, du coup, vous pouvez y accéder depuis n'importe quel ordinateur. Les fonctions sont assez bien. Je vous conseille d'aller voir dessus. Vous avez Tinkercad, qui est très connu aussi. Vous avez 3D Builder que j'utilise moi parce qu'en fait il est assez simple pour découper les pièces en deux ou faire des emboîtements. C'est celui que je vais privilégier. Surtout qu'il n'y a pas de problème pour travailler avec beaucoup de polygones, contrairement à Fusion 360 où en fait à partir de, je vais te dire une bêtise, mais 50 000 polygones, il commence à plus trop aimer. Vous avez le SolidWorks à gauche qui est très très connu. Forcément, il est dans l'éducation nationale. Donc, enfin, moi, je sais qu'à l'école, c'est sur ça que j'ai travaillé, donc beaucoup l'ont déjà croisé. Vous avez MeshMixer aussi. MeshMixer, il est assez magique hein, comme logiciel. C'est toujours chez Autodesk. Ça permet de réaliser des supports arborescents. Ça permet de réaliser des patterns sur vos pièces, de faire des modifications géométriques. C'est assez artistique, mais c'est vraiment très puissant. Et là, au niveau du nombre de polygones, je pense que c'est nos limites. Vous avez en bas à droite aussi SketchUp. SketchUp, non, c'est pas Autodesk, je sais plus exactement. Moi, c'est pas un logiciel que j'utilise, mais en fait, je pense qu'en fait, c'est un système de Lego. En fait, ce sont des formes que vous allez emboîter les unes sur les autres pour réaliser au final l'objet que vous souhaitez. Très bien. Donc, un petit rappel du coup de la donnée numérique à la machine. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut donc un fichier 3D exploitable. On vient effectivement de voir de quelle manière on pouvait obtenir un fichier 3D exploitable. Il nous faut un fichier interprétable par elle, donc par l'imprimante. Et là, il va s'agir plutôt de tranchage, de slicer. On va le voir juste après. Et il faut bien sûr aussi une pièce correctement positionnée et orientée. Ça, on le verra tout au cours de la semaine. Alors, on fait un point. Moi, ça fait quoi? Ça fait déjà 15 minutes. Je vais essayer de continuer à parler. Quel type de fichier pour l'impression 3D vous allez avoir? Principalement, même si vous n'allez peut-être pas être content, vous allez me dire il en existe plein d'autres, vous avez le fichier STL et le fichier OBJ. Le fichier STL, en fait, ce sont des fichiers de triangulation. Donc, en fait, par nature, le fichier a des limites qu'on va voir juste après. L'OBJ, c'est quoi? C'est en fait, c'est aussi un fichier STL, mais auquel on va ajouter une texture. Donc, c'est un fichier relativement répandu, même si en fait la texture dans l'impression 3D, on ne va pas pouvoir la sortir à l'impression 3D. Donc, en fait, ça a peu d'importance, mais on va surtout se pencher sur le fichier STL. Alors, le fichier STL,
certains fichiers, ceux qui sont exportés en hexadécimal, vous pouvez les ouvrir dans un éditeur texte et vous obtenez ce que vous avez à gauche. Et donc, en fait, on se rend compte que ce sont effectivement des polygones. Vous avez une normale, donc c'est un sens à la face qui va être réalisé, et vous avez 3 vertex, 3 points dans l'espace qui vont être chacun des points des triangles. Et donc, on voit des choses comme voilà, le nom du solide, et puis à la fin, on voit qu'il y a une normalisation dans la réalisation du fichier. Et donc, on se retrouve effectivement avec les formes que vous avez à droite. En fait, on n'a pas voilà, pour 4 côtés, on a 2 triangles. Pour 5 côtés, on a 3 triangles. Donc, ça, c'est un fichier STL. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, sur cette slide que je vous fais montrer, entre un fichier qu'on a modélisé, qui est les surfaces en pointillés rouges, donc c'est un cylindre un creux, une fois qu'on l'a exporté, comme on a exporté en triangle, alors là, c'est exagéré parce que du coup, on a mis peu de triangles, mais il faut bien savoir que du coup, le rond n'est pas possible en impression 3D. C'est une succession de courtes lignes droites, mais ce ne sont pas des ronds. C'est surtout là que je veux dire qu'en fait, les machines-outils ne permettent pas de réaliser tout et n'importe quoi. Il faut avoir conscience. Et donc, en fait, un cylindre que vous auriez designé au diamètre 10 mm, il n'en fera peut-être pas 10 à l'impression, du fait simple de l'exportation. Après, vous aurez aussi des écarts liés à l'impression 3D, mais rien que l'exportation du fichier génère un arrangement dimensionnel, si je peux dire ainsi. Super. Donc après, l'étape suivante, c'est le tranchage. Et donc le tranchage, donc dans la fabrication additive, le trancheur est le logiciel qui prépare le fichier pour l'imprimante 3D. Il permet de visualiser, manipuler le modèle à imprimer et déterminer les paramètres de l'impression. Qualité, remplissage, support, vitesse, mais il y en a plein d'autres. Il existe plusieurs logiciels de tranchage, Simplify 3D, Slicer, Cura et logiciels propriétaires. Z8 pour Zorstrax, Voxelizer pour Zenmorph, j'imagine encore Intam Suite pour Intam 6. Alors, je fais une petite interruption. Effectivement, il y a Eddie dans le forum qui dit qu'on manquerait cet effet. Je pense que tu parles de l'effet que je parlais juste avant en STL. Et ben en fait, on est obligé de modéliser légèrement au-dessus, ou alors de faire grossir sa pièce, l'imprimer à 100,5% peut-être pour avoir les surfaces. On y reviendra peut-être après à cette question-là. Après, il y a les constructeurs de machines qui ont aussi parfois édité des logiciels personnalisés d'un trancheur comme Prusa Slicer Edition, Cura by Dagoma. Donc en fait, là, ça comporte de base le profil de l'imprimante et les presets pour les impressions des matériaux qui ont été qualifiés par le constructeur. Donc comme je disais, en grande majorité, on a un fichier STL ou OBJ en entrée et on obtient un G-code en sortie. Donc un G-code, c'est une liste de trajectoires et de coordonnées. Alors, je pense que je l'ai marqué là. Ah bah ouais. En grande majorité, le trancheur accepte un fichier STL ou OBJ et génère un fichier G-code qui sera transmis à l'imprimante soit par carte SD, par Wi-Fi ou par RJ45 ou toutes les technologies existent. Franck, ta question pour en revenir à la fin si tu veux. Moi, j'ai des infos là-dessus. Donc le G-code, c'est une suite d'instructions pour faire fonctionner votre imprimante 3D. Ces instructions représentent l'ensemble des trajectoires que va parcourir la table d'impression couche par couche. Et bien sûr, c'est spécifique à un type d'imprimante. À chaque fois qu'on génère un G-code, c'est pour une imprimante. Et donc du coup, une fois qu'on aura réalisé l'ensemble des trajectoires, ces milliers, ces millions de trajectoires, on aura du coup notre objet imprimé en 3D. Et donc voilà ce que ça représente, le masque qu'il y avait tout à l'heure par exemple, tranché sur Simplify 3D. Donc là on va pas pouvoir zoomer dessus, mais on voit concrètement les trajectoires qu'emprunte la buse. Voilà. Alors je continue avec du coup les imprimantes possibles qui vont permettre pour continuer dans le workflow. Donc on va essayer de voir assez rapidement parce que du coup là je suis à 20 minutes. Donc, on a les imprimantes avant tout de Maker. Donc, on voit les deux imprimantes qui sont à gauche. Ce sont des projets RepRap.
Donc c'est plutôt les imprimantes qu'on va construire en do it yourself à la maison avec du matériel de récup, imprimer les pièces elles-mêmes avec d'autres imprimantes 3D. Vous avez au milieu les deux imprimantes de chez Dagoma, la Ultimate et la Neva, qui sont entrée de gamme, made in France, mais qui sont surtout simples d'utilisation. Et puis après, sur le côté droit, vous allez retrouver tout ce qui est les imprimantes, pour le coup, made in China, à des prix vraiment, pour le coup, très très bas. On démarre à 150 euros pour la Under 3 ici. Ça, c'est une Alpha Ways que je pense qu'on peut avoir pour 400 euros. Euh, Ça, c'est les imprimantes de maker qu'on retrouve à la maison. Ensuite, vous avez les imprimantes personnelles. Donc ça, c'est plutôt les imprimantes qu'on va retrouver dans les Fab Labs. Donc c'est des imprimantes qui ont une fiabilité bien meilleure, qui ont été qualifiées avec des matériaux spécifiques et du coup on a quand même une comment est-ce que je peux dire ça, une répétabilité ou tout du moins sur 100 pièces fabriquées, vous en avez beaucoup plus de réussi qu'avec les imprimantes que vous avez vues juste avant. On a une MakerBot, on a une Ultimaker et ça c'est une Flash Forged. Alors pourquoi j'ai mis celle-là, c'est parce que c'est celle que je retrouve le plus souvent dans les Fab Labs. Vous avez ensuite les imprimantes de prestataires. Donc là, c'est pour les imprimantes, enfin, c'est pour les sociétés qui sont à mi-chemin entre le service et le Fab Lab à but lucratif. Donc vous retrouvez LaserTrax qui aurait pu se retrouver aussi dans la page précédente, sauf que celle-ci, LaserTrax, il mise vraiment effectivement sur plutôt les fermes d'imprimantes. Il y a pas mal de choses qui sont mises en avant sur le fait que voilà, c'est pas des imprimantes qui travaillent toutes seules, mais qui travaillent de manière collaborative. Vous avez au milieu, vous avez le Volumic. Volumic, c'est du Made in France à mettre en avant, bien sûr, surtout dans la période actuelle. On les retrouve chez F3DF. Vous avez la Stream 30 Ultra devant les yeux. Donc voilà, vous avez, je continue avec du français, vous avez du eMotion Tech, la Strateo. Là, c'est effectivement aussi plus industriel, où ça va être sur des matériaux techniques, Made in France, encore une fois. Et au-dessus, en haut à droite, vous avez la Funmat HT de Intem 6. C'est une avec laquelle j'ai eu l'occasion de pas mal travailler. Pour le coup, en fait, c'est un four dans lequel vous avez une imprimante. Donc, pour les matériaux techniques, c'est du gâteau. Et puis après, vous avez les imprimantes de société de services où là, je vais moins pouvoir vous en parler parce que j'ai pas le budget qui permet d'acheter ces machines-là et donc du coup, j'ai pas l'expérience sur ça. Mais vous avez effectivement, on continue sur des constructeurs français comme Tobeca et qui fabriquent des machines juste gigantesques, fiables. Vraiment, là, on est pour l'industrie, quoi. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce classroom. Donc, Florian, tu vas pouvoir réintervenir si tu veux. Si vous avez des questions, préparez-les d'avance. L'idéal, ce serait de pouvoir les poser à l'oral ou en webcam. Et donc, vous pouvez bien sûr nous retrouver en replay sur f3dfelearning.com. Sur la chaîne YouTube, ce sera mis aussi à jour assez rapidement. N'hésitez pas à partager vos idées pour les futures sessions qui vont arriver. Et bien sûr, rendez-vous dans nos centres de formation et dans vos entreprises. Je vous en prie si vous avez des questions. Du coup, je vais laisser la parole à, à vous. Hein. Si vous avez des questions par rapport à l'intervention de Justin, je vois qu'il y a eu pas mal d'échanges sur le chat en même temps. Donc, allez-y, ouvrez vos micros, vos webcams ou via le chat. Hein.